Enjeu patrimoine, c'est le moment de décortiquer un sujet d'actualité avec plusieurs experts autour de la table afin de comprendre comment gérer au mieux son patrimoine. Et aujourd'hui, nous allons parler non pas de crowdfunding, mais de crowdlending, le prêt participatif, qui est donc la déclinaison du financement participatif au prêt. On en parle avec Florence Demopou, directrice générale de financeparticipative.org. Bonjour Florence Demopou. Bonjour. Et on en parle également avec Aurélien Gouraud, directeur des opérations et du développement chez Lendopolis. Bonjour Aurélien Gouraud. Oui, voilà. Alors, on va parler des tendances du crowdlending, ce qui vous expliquera un petit peu pourquoi on a choisi de traiter ce thème aujourd'hui. Mais juste avant, Aurélien Gouraud, je me tourne vers vous. Si vous deviez nous définir le prêt participatif, le crowdlending en quelques mots, comment est-ce que vous nous l'expliqueriez ? L'idée est simple, c'est de proposer à des particuliers de prêter directement à des entreprises qu'on leur présente, qui sont complètement identifiées, sur lesquelles on leur fournit le maximum d'informations sur des projets complètement identifiés, à la différence des produits d'épargne classique où on confie son argent à un autre. Là, on définit clairement le sous-jacent de son investissement et de son prêt. Donc en fait, on reprend l'idée du crowdfunding où on va sur une plateforme et on investit dans tel ou tel projet contre récompense ou non. Après, il y a différentes façons effectivement de faire du crowdfunding. Là, le crowdlending, c'est le même fonctionnement, sauf qu'en fait, c'est pas, on n'investit pas, on prête simplement à une entreprise, mais on va sélectionner le projet dans lequel on a envie de se lancer. Ça reste un acte d'investissement avec on cherche un rendement avec une maturité clairement identifiée, puisqu'on est sur un produit de taux, à la différence d'un investissement en action, par exemple, où on a plus d'aléas sur son investissement. On est sur un produit de taux avec une rémunération qui est affichée dès le départ, des modalités de remboursement qui peuvent être mensuelles, trimestrielles, annuelles, voire à la fin du produit, et une maturité complètement identifiée, et aujourd'hui sur des maturités qui oscillent entre 18 mois comme 5 ou 6 ans. Alors il y a plusieurs façons d'investir, on va les détailler pour vous. Juste avant, Florence Demopou, financeparticipative.org suit du coup les tendances du crowdfunding de manière générale, et du coup dans le crowdfunding, donc, du coup, on met ce crowdlending. Si on regarde le crowdlending plus particulièrement, c'est quoi la tendance aujourd'hui ? C'est aussi connu et aussi utilisé que le crowdfunding ? Alors, c'est encore un peu moins démocratisé que le crowdfunding en don. C'est peut-être plus jeune aussi ou pas forcément ? C'est un peu plus jeune aussi. Mais la réglementation et les possibilités de faire du crowdlending sont effectives depuis 2014. Donc, ça commence à faire quelques années néanmoins. Mais c'est vrai que c'est un peu moins populaire que le financement participatif en don. Je parlerai juste de financement participatif en prêt ou de crowdlending plutôt que de prêt participatif, qui est un outil financier proposé par les banques qui est encore un peu différent. Donc on parle de financement participatif en voilà, prêt, soyons précis. Ça évite de faire l'amalgame. Bien sûr, ça évite de confondre différents produits. Exactement. Mais le crowdlending a quand même le vent en poupe, hein, clairement. C'est aujourd'hui le plus gros volume collecté dans l'univers du crowdfunding. Donc, si on regarde dons, prêts, investissements en capital, le crowdlending tire largement son épingle du jeu puisqu'il représente 73% de la collecte en 2020 avec 742 millions d'euros collectés sur les 1 milliard et quelques d'euros collectés dans l'univers du crowdfunding. Donc le crowdlending plaît aux épargnants. Est-ce qu'il y a une explication à ça ou Parce qu'il y a une rentabilité. Parce qu'il y a une rentabilité, c'est ça ? Parce que ça marche ? Parce qu'en fait, ça permet de concilier à la fois l'aspect affectation de son épargne à un projet qu'on a choisi. D'accord. Ça permet de financer l'économie réelle. Et puis, ça permet aussi, contrairement au don, où on est plus dans un acte un peu charitable ou alors on espère une contrepartie, mais ça reste un don. Le prêt permet de recevoir une rentabilité financière aussi pour l'investisseur. Alors, j'ai le crowdlending, ou du coup le financement participatif en prêt, est éligible au PGE. C'est du coup quelque chose qui a beaucoup fonctionné également sur 2020 ou finalement pas tant que ça ? Alors, un petit peu. Enfin, ça a permis de venir soutenir un certain nombre d'entreprises en difficulté. Donc, c'était évidemment extrêmement important. Et puis, une vraie reconnaissance pour le secteur de permettre aux plateformes de prêts rémunérés qui sont intermédiaires en financement participatif de pouvoir octroyer des prêts garantis par l'État à des entreprises en difficulté au même titre que les banques. Donc c'était évidemment un message très fort. C'est ce qui explique peut-être la collecte en 2020 aussi conséquente ou pas forcément le fait que ce soit garanti par l'État ou... Alors ça explique que ça ait quand même fonctionné sur les plateformes de crowdlending parce que le PGE, donc c'est le même fonctionnement pour une entreprise que vous passiez par une banque
ou par une plateforme, à la différence près que ce n'est pas tout à fait les mêmes tarifs. D'accord. Mais un prêt garanti par l'État sur une plateforme de financement participatif, la plateforme ne va pas pouvoir se rémunérer au-delà de 1 000 euros sur le projet. D'accord. Ce qui est ça, c'est le cadre légal ou c'est... Oui, d'accord. C'est ce qui a été décidé entre le secteur du financement participatif et la Direction générale du Trésor. Donc pas plus de 1 000 euros de rentabilité finalement, ou en tout cas... de frais payés par l'entreprise, effectivement. Par l'emprunteur, pardon. Par l'emprunteur, d'accord. Donc l'entreprise qui vient effectivement chercher des fonds. Et côté particulier, c'est capé la première année à 2% de taux d'intérêt. Donc c'est nettement plus bas que les taux d'intérêt qu'on va voir sur d'autres projets qui ne sont pas financés via des PGE sur les plateformes. D'accord. Mais c'est des prêts qui sont garantis par l'État à hauteur de 90%, ce qui explique un taux d'intérêt. Ce fameux couple rendement-risque, on le retrouve partout. Hein, donc il n'y a pas de raison que dans le crowdlending, on ne le retrouve pas. Moins de risques, moins de rendement. Voilà, exactement. Après, les PGE, c'est près de 5 millions d'euros collectés en 2020. Donc sur les 742 millions d'euros collectés, ça reste un petit volume parce que c'est des prêts aussi qui restent risqués à la fois pour la plateforme qui va les octroyer et puis pour le prêteur derrière qui affecte son épargne. Alors Aurélien Gouraud, on a effectivement évoqué là, le PGE. C'est une des façons de faire du financement participatif en prêt. Il y a également l'obligation, ça tout le monde connaît. Le prêt directement, alors c'est quoi la différence entre les deux ? Il y en a un qui est un titre financier qui est potentiellement négociable. D'accord. Et de l'autre côté, le prêt ou le mini-bon qui est un outil qui a été créé par Emmanuel Macron quand il était ministre de l'économie. Donc on a différents outils financiers qui sont disponibles. Voilà, mais la grande différence, c'est que l'obligation est un titre négociable, comme l'est une action, par exemple, qu'elle soit cotée ou non, à la différence d'un prêt qui est un contrat entre deux personnes, une entreprise qui emprunte et un prêteur. Donc on a vraiment deux choses différentes. L'autre aspect un petit peu important, c'est que sur une obligation, vous avez une masse d'obligataires avec un représentant de cette masse, qui généralement est la plateforme qui a géré la collecte. Là où le prêt et le mini-bon, ce sont des contrats entre parties. On a une représentation de la masse qui est un petit peu moins naturelle, une protection potentiellement un petit peu plus faible que l'entreprise peut traiter avec chacun de ses emprunteurs, là où avec des obligataires, elle traite avec une masse, donc elle ne peut pas se traiter différemment. Elle traite, tout le monde est géré pareil, entre guillemets, alors que quand on prête directement, même si on passe par une plateforme finalement. Aujourd'hui, avec les usages, on a les emprunteurs se retrouvent avec une masse, mais qui légalement n'a pas de réalité. Mais on a cette petite différence technique, mais on a cette palette d'outils financiers qui sont à notre disposition. L'obligation reste maintenant un peu la norme et commence à s'imposer sur la plupart des opérations qui sont menées par les plateformes. Non, mais c'est intéressant effectivement de connaître effectivement les différentes façons d'investir et de savoir que même s'il y a une plateforme, au bout d'un moment, quand on parle de prêt, c'est un contrat entre la personne qui prête et l'entreprise directement. Il y a deux questions qui viennent comme ça quand on parle de crowdlending. La première, c'est ces plateformes existent, mais avant ça, il y avait des banques. Comment est-ce que, du coup, les deux existent ? Parce que, prêter à des entreprises, il y a quand même des institutions qui le font depuis très longtemps, ça s'appelle des banques. Donc, du coup, comment est-ce que le crowdlending et ces plateformes arrivent à émerger ? Puis après, la question des rendements, mais peut-être d'abord cette question, Florence de Maupoux, de la cohabitation entre les deux. Parce que trouver des épargnants qui ont envie de choisir les produits dans lesquels ils investissent, on imagine que c'est assez facile. Mais les entreprises, qu'est-ce qu'ils font qu'elles viennent sur une plateforme de crowdlending ? D'abord Florence de Maupoux et ensuite Aurélien Gouraud. Oui, il y a une coexistence. On n'est pas venu remplacer les banques, loin de là. Mais il y avait un marché et c'est bien pour ça que... il y avait un besoin et c'est bien pour ça que le marché s'est développé. Parce que les banques prêtent aux entreprises, évidemment, mais elles ne prêtent pas à toutes les entreprises. Elles ne prêtent pas forcément pour tout type de projet. Elles sont parfois un peu frileuses à prêter pour tout ce qui est besoin immatériel. Donc, en fait, les plateformes de financement participatif viennent aussi combler un trou dans la raquette pour permettre à ces entreprises d'aller chercher des financements là où les banques sont parfois frileuses à prêter à ces entreprises. D'une part, et puis d'autre part, c'est aussi pour l'entreprise, c'est aussi un moyen de diversifier en fait ses ressources et de ne pas dépendre uniquement d'une banque, mais d'avoir plusieurs interlocuteurs en face. C'est aussi un moyen de communiquer puisqu'elle va
elle va quand même afficher son projet, son produit, son entreprise au grand public de manière directement, publique, vrai, accessible sur une plateforme. Alors c'est aussi le contre-coup du crowdlending, c'est qu'il faut pouvoir s'exposer. Évidemment, on ne peut pas rester complètement secret et on étale ces chiffres à des investisseurs, enfin des prêteurs particuliers potentiels. Mais ça permet de se faire connaître. En plus du financement qui est apporté par la plateforme, ce qui n'est pas permis côté banque. Aurélien Gouraud, du coup, même question. Si je comprends bien, on peut se dire assez rapidement, ok, finalement, du coup, les projets sont plus risqués sur les plateformes de crowdlending qu'ils le sont qu'ils le sont quand ils sont proposés à une banque. Alors, les banques ont des filtres de sélection qui font que mécaniquement, elles vont tendre vers les projets les moins risqués, mais il n'y a pas de distorsion à ce point entre des produits risqués auprès des plateformes et des produits non risqués pour les banques. On a quand même une marge qui est beaucoup plus faible et des projets types qui vont aller vers l'un ou l'autre. Le profil de risque est un critère. Après, il y a une rapidité d'action. D'accord. Les banques, malgré tout, sont entrées dans des process qui sont extrêmement longs de prise de décision et de validation des dossiers. Et ce, malgré qu'on ait un interlocuteur quand on est une banque et qu'il faut rassembler une foule quand on est une plateforme. Ça a été les débuts du crowdlending où c'était le frein au développement des plateformes. C'est-à-dire que les entreprises s'inquiétaient du temps de collecte. Aujourd'hui, on voit des temps de collecte qui sont devenus extrêmement courts. Et on se retrouve, je vais prendre un exemple. Nous, notre record de collecte, c'est 6 millions d'euros. Entre l'ouverture de la collecte et la libération des fonds, il s'est passé 40 jours. Vous prenez une petite phase d'étude au préalable et de structuration du produit. Un tel montant, 6 millions d'euros auprès d'une banque aujourd'hui, vous allez mettre entre toutes les phases d'analyse, de passage en comité, des temps qui seront à peu près similaires. Ce qui fait que la durée de collecte n'est plus un frein aujourd'hui. Et on voit même des collectes qui mettent 48 heures pour être close. Alors je rappelle que l'Endopolis est une filiale du coup d'un groupe bancaire, de la Banque Postale. Pour autant, c'est deux acteurs différents. Comment ça fonctionne? Le crowdlending a sa façon de fonctionner et la Banque Postale a son autre façon de fonctionner. On est complètement indépendant et aujourd'hui, une entreprise peut très bien appeler la Banque Postale pour financer un projet ou nous appeler et il n'y a pas de synergie, on va dire, en tant que telle, même si parfois certains dossiers se retrouvent chez on vous met en concurrence chez l'un ou l'autre. La concurrence se fait pas si naturellement. Généralement, le porteur de projet sait exactement ce qu'il veut et il se dirige assez rapidement vers l'un ou l'autre des acteurs. Là où le monde bancaire et les plateformes ont évolué, c'est-à-dire que 2014, qui est le début du statut, on a une volonté de la plupart des plateformes de disrupter le modèle aussi bien auprès des emprunteurs qu'auprès des épargnants, puisqu'on propose aux épargnants d'investir directement dans des projets concrets qui sont capables d'identifier et d'analyser eux-mêmes. Quelques années plus tard, on se rend compte que ces deux mondes ont appris à travailler ensemble. Les plateformes collaborent avec les banques sur des projets où on vient financer une partie du projet, la banque en finance une autre partie, et les crédits... C'est ça, on peut cumuler les deux aussi au niveau des banques. D'accord, et au niveau des banques et des plateformes. Et puis on retrouve des banques qui ont compris l'attrait pour les investisseurs d'avoir du financement participatif avec des projets très concrets, et donc les banques qui sont rentrées dans le schéma et qui rachètent certaines plateformes ou collaborent avec certaines, voire créent en interne une propre plateforme pour leurs épargnants. Alors très 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 rapidement, parce qu'on n'a plus tout le temps, Florence Demopou, on n'a pas parlé de rendement et ça peut intéresser quand même les épargnants dans une émission sur le patrimoine, les rendements moyens sur le financement participatif en prêt. Alors en 2020, le rendement en prêt rémunéré c'était 6,27% et pour l'obligataire c'était 7,14%. Sachant que l'obligataire concerne, le financement participatif en obligation concerne énormément le secteur immobilier de plus en plus. Aujourd'hui, c'est 75% de la collecte en crowdlending et les énergies renouvelables qui représentent 13% de la collecte en crowdlending. Les énergies renouvelables, qui est d'ailleurs le secteur d'activité dans lequel l'Endopolis concentre ses investissements. Bon, on a parlé de rendement, on n'a pas le temps de les détailler. Évidemment, il faut quand même aller regarder ce dans quoi on investit. Il y a une part de risque toujours dans le financement participatif en prêt. Merci en tout cas à tous les deux de nous avoir détaillé, défriché un petit peu ce crowdlending. Ce sera l'occasion de revenir un petit peu plus dans le détail dans quelques semaines sur une thématique ou une autre du crowdlending. Merci en tout cas Florence Demopou, directrice générale de financeparticipative.org, et merci Aurélien Gouraud, directeur des opérations et du développement chez l'Endopolis. Quant à nous, on se retrouve tout de suite dans la deuxième partie de Smart Patrimoine, juste après la publicité.